Alors, merci. Alors moi, au CERTA, on fait plusieurs travaux qui concernent les organismes communautaires et comme de mon point de vue, on est à une époque, un point tournant, notamment avec la décision gouvernementale à l'égard des Carrefour Jeunesse Emploi, j'ai trouvé important d'avoir un recul, un petit peu de regarder en arrière et d'aborder les choses de façon un peu plus globale. Donc, je n'entrerai pas dans les résultats pointus de travaux, mais je vais aborder la question du lieu de l'importance de la programmation ouverte qui, de mon point de vue, est arrivée dans les organismes jeunesse d'insertion. Je m'intéresse davantage aux organismes d'insertion sociale et professionnelle, les CJA, mais aussi d'autres organismes communautaires. Est arrivée beaucoup avec Solidarité Jeunesse, où il y a eu vraiment, avec les pressions diverses des organismes communautaires, notamment au sommet du Québec et de la jeunesse de 2000, il y a eu cette ouverture à avoir une programmation qui était prise en charge par l'État, mais avec des marges de manœuvre relativement importantes de la part des milieux. Et ça s'est ensuite appliqué dans différents projets. Comme programmation, ce que j'aborde comme programmation ouverte, c'est vraiment dans un esprit au niveau des politiques publiques et avec des grandes orientations qui viennent de l'État, mais avec cette mise en œuvre en partenariat. Le partenariat est extrêmement important, qui fait appel à des acteurs de la société civile. Ce type de programmation-là permet l'intervention ajustée en situation. Rapidement, donc, les projets auxquels je me réfère, contrairement à François Larose, on a à peu près le même âge, mais moi, je suis une relative jeune professeure, puisque j'ai fait ma thèse à la fin des années 90, début 2000, et ma thèse était dans les Carrefour Jeunesse Emploi, donc 4 Carrefour Jeunesse Emploi, donc on est à la première et deuxième génération des Carrefour Jeunesse Emploi, et 2 autres organismes communautaires partenaires. À l'époque, on était dans des financements, des financements fédéraux étaient encore possibles, donc il y a 2 PPE, un projet de plus longue durée, comme on va retrouver encore aujourd'hui, sur plus ou moins 6 mois, où il y a de la construction d'infrastructures communautaires qui fait appel à plusieurs partenariats. Et ce projet-là était financé par le Secrétariat national à l'alphabétisation, puisque moi qui viens de l'éducation, formation des adultes, je travaille avec la forte conviction que les acteurs du communautaire contribuent à maintenir le niveau de littératie et parfois même à l'augmenter et que ça vaut vraiment la peine de le mettre en valeur. Un autre projet, donc il y a ces différents projets, je vais les prendre de façon plus spécifique, ceux qui sont en noir. Les autres, l'ELJASP, l'enquête longitudinale, est une étude qu'on mène au CERTA. Il y a encore des analyses en cours. On a recruté auprès de jeunes qui étaient à Solidarité Jeunesse, mais Solidarité Jeunesse était à ce moment-là après se transformer vers Jeunes en Action. Donc, mais on est dans la même population des jeunes qui ont fait une première demande à l'aide sociale. On a aussi travaillé sur l'évaluation de la mesure engagement jeunesse qui a plus de financement depuis quelques mois maintenant. J'y reviendrai pas de façon détaillée puisque j'ai privilégié d'aborder les travaux qui documentent davantage l'intervention directe auprès des jeunes. Et puis on a un projet plus récent, enfin les résultats viennent de sortir l'année dernière sur l'orientation professionnelle des adultes sans diplôme. On a aussi dans cette étude-là une population de jeunes et on peut voir aussi l'évolution dans les maillages organismes communautaires et centres d'éducation des adultes. Donc, le premier projet qui a été mené avant Solidarité Jeunesse. Ici, on est bien, là, aucun jeune n'est aux études, les gens y pensent, mais peu s'y engagent et tout ça. Et donc, on est vraiment dans une autre époque par rapport à la persévérance, par rapport aux travaux sur la persévérance. Il y a des acteurs scolaires dans l'environnement des CJE, mais assez peu, surtout
En fait, ça dépend beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de variations d'un carrefour jeunesse à l'autre. Mais ce qui est frappant pour la chercheuse qui a une perspective d'apprentissage tout au long de la vie, c'est que finalement, au bout, donc il y a une quarantaine de jeunes qui participent à l'étude. Il n'y a que 5 personnes qui vont aller vers les études à la fin des projets. Donc aujourd'hui, ce serait vraiment surprenant, c'est un petit nombre. Donc on peut voir qu'on est vraiment dans une directionnalité emploi et réussite du projet. Donc c'est très présent à cette époque-là. On veut faire vivre une première réussite qui complète les 4 semaines, qui complète les 6 mois. C'est ce qui est le plus important. Donc pour moi, on est vraiment dans une autre époque de partenariat, dans une autre époque face à la persévérance à ce moment-là. En 2003-2004, avec Sylvain, on travaille sur le projet qu'on va appeler entre nous Inspirer un nouvel environnement éducatif. On est tout de suite après l'adoption de la politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue et du plan d'action dans lequel il y a une mesure 1624. Alors ici, on est en amont, le ministère veut avoir un peu les bonnes pratiques, des guides généraux aux intervenants et tout ça, donc il y a un travail de recherche qui se fait là, qui se fait en 3 volets. Moi, je participe au dernier volet avec observation également. La première recherche, c'était une recherche ethnographique, donc présence prolongée dans les milieux. Ici, c'est une présence plus courte, mais quand même de plusieurs jours. Et là, on est vraiment dans une approche qui était assez exceptionnelle à cette époque-là au Québec, mais qu'on voit davantage maintenant, où les centres d'éducation des adultes offrent des services de scolarisation dans les organismes communautaires. Donc, il y en a ici et là au Québec. Le point de vue est vraiment fait de dire les jeunes peuvent profiter de l'aide des intervenants psychosociaux. Ici, on est dans un organisme au service des jeunes de la rue, donc avec des jeunes gens qui vivent des situations avec de fortes pénibilités, on pourrait dire, liées évidemment au logement, à des situations de santé mentale difficiles, suicide, on a fait ça en hiver avec des grands froids, etc. Bon. Donc, l'accent est mis beaucoup au soutien psychosocial, mais avec la possibilité de suivre les cours. Donc, il y a 2 enseignantes qui sont très engagées et qui sont présentes. Donc, cette façon de faire est évidemment très appréciée par les gens qui y participent, par les jeunes, par les intervenants psychosociaux, par les enseignants. Ici, on est bien dans une collaboration communautaire scolaire, c'est-à-dire que c'est initié par l'organisme communautaire avec la collaboration du scolaire. La réussite est vraiment basée sur les personnes, les individus, puisqu'ici, on n'a pas un cadre normatif étatique pour cette mesure-là. Donc, ce sont les personnes et avec les degrés de stress que cela peut enclencher, puisqu'on détourne quelques pratiques officielles. Ensuite, on a la recherche sur IDEO 16-17. Donc, on est à... Je vous ai amené, on en a d'autres aussi, s'il y en a qui en veulent. Le CEPTA a fait un petit outil de valorisation des résultats de recherche. Il existe depuis déjà un petit temps, mais pour les gens qui ne connaissent pas, ça peut être intéressant. Donc, IDEO 16-17 est mise en place dans la stratégie d'action jeunesse, donc une évaluation pour voir si ça va être reconduit. Donc, le CEPTA a obtenu le contrat avec le SAGE. Ici, on voit que IDEO a une très grande appréciation des milieux, mais un peu comme Nadia l'a souligné, on n'est pas dans des résultats francs en toutes choses. Beaucoup de variations selon les régions. Beaucoup de variations, on pourrait dire aussi, selon la formation du personnel et tout.
Mais la mesure est vraiment jugée comme favorisant la persévérance aux études à plus de 80%. Donc ici, il y a 20 Carrefour Jeunesse Emploi qui ont participé et les organismes partenaires, les jeunes, les parents ont été associés à la collecte de données. Ici, on est quand même dans les débuts des partenariats dans certains milieux, alors que dans d'autres, les Carrefour Jeunesse ont déjà une solide expérience de partenariat. Pour les gens qui sont du milieu, il y en a qui savent que les Carrefour Jeunesse Emploi qui sont créés dans les années 90, plusieurs personnes qui participent au Carrefour viennent de d'autres organismes qui ont déjà une expérience solide de partenariat. Donc, on a beaucoup de variations dans la maturité des partenariats. Et donc, un peu, comme on a dit, il y a des relations qui peuvent être vraiment très solides avec des organismes scolaires, puisque c'est quelque chose qui est vraiment important dans les enjeux de persévérance, et alors que pour d'autres, c'est très difficile. Donc, pour certains, c'est vu comme les carrefours sont vus comme des compétiteurs, alors que pour d'autres, on les accueille, on leur offre un local, etc. La mesure IDEO repose clairement sur une programmation ouverte. Elle valorise l'intervention proximale. On a des objectifs communs. L'accompagnement modifie les représentations de la relation avec les adultes, chez les jeunes. Les relations partenariales favorisent l'intervention dans des espaces de vie variés. Ça nous paraît vraiment important de pouvoir suivre les jeunes là où ils sont. Cette mesure-là a 3 volets. Volet persévérance pour les jeunes qui sont toujours aux études et qui envisagent d'interrompre. Un volet plus pour des jeunes qui ont interrompu leurs études. Et un 3e volet davantage pour des jeunes qui ont des plus grandes difficultés liées par exemple à la consommation de drogue. Un autre projet, je passe rapidement puisque Patricia Dionne va en parler de façon plus détaillée tout à l'heure. Ici, c'est un projet qui touche jeunes adultes et adultes plus vieux, mais on a quand même un grand nombre de personnes de moins de 35 ans. Et là, on voit aussi qu'on est dans une programmation souple, ouverte. On est sur un projet, les gens sont engagés sur 18 mois, ce qui est quand même assez exceptionnel dans les organismes d'employabilité. Ici, c'est vraiment les organismes, pour les gens qui sont familiers, c'est des organismes membres du RCODE qui collaborent à ce projet-là de façon proximale aussi. La souplesse et l'ouverture de la programmation sont vraiment observées sur tous les sites. Puis ça peut mener à la préparation, au retour aux études. Il peut y avoir des gens qui retournent aux études au moment, pendant le projet. Donc, il va y avoir du soutien. Et ce qui est intéressant aussi de voir comme pratique qui commence, je dirais, en fait, elle est là, mais elle est peu documentée, je dirais. C'est l'ajout dans les activités des organismes communautaires au niveau des compétences de base pour permettre aux gens, le terme que j'aime bien, c'est se réconcilier avec l'apprentissage formel, structuré, réapprendre à faire du français, des mathématiques et tout ça avec des intervenants qui ne sont pas des enseignants. Alors, Patricia pourra vous en parler de façon plus détaillée, mais ici, face à la programmation ouverte, ce qui est vraiment important en PCM, c'est pour personnes et communautés en mouvement, c'est que les activités, les interventions sont ajustées au contexte des adultes et des jeunes adultes. On va avoir des activités qui sont non planifiées, liées par exemple au matin, on arrive, on a un problème de logement, on va comme changer ce qui était prévu, puis on va s'occuper du problème de logement. Mais on va toujours être dans cette idée-là de contribuer à l'apprentissage, à la mise en mouvement, etc. Dernier de cette série de projets, la recherche évaluative sur la mesure 1624. Ici, j'aborde la dimension communautaire parce que la différence d'idéaux qui est portée par les organismes communautaires, la mesure 1624 est portée par les commissions scolaires qui font appel aux communautaires. Donc, on est plus dans un partenariat scolaire communautaire.
Cette mesure-là a été mise en œuvre à partir du plan d'action de 2002. Elle coïncide, elle arrive dans la même période où au secteur des jeunes, on a cette période d'efforts concertés forts sur la persévérance scolaire, et donc c'est des mesures qui vont se chevaucher. Ici, on va aussi interpeller des jeunes qui sont en classe ou qui ne le sont pas. Donc, on travaille toujours de front avec ces deux populations-là. Les organismes communautaires constituent le plus grand groupe de partenaires des équipes locales de partenaires. C'est une structure qui est déjà prévue dans la mesure. Donc, des carrefours jeunesse-emploi sont nombreux. Ils sont nommés de façon explicite dans la programmation ministérielle. Et il va y avoir d'autres organismes aussi, donc pour un total de 34% des membres de ces équipes locales-là. Leur contribution va être assez variée, échange d'informations, élaboration du plan d'action initial qui va guider le travail des partenaires, concertation, contribution à de nouveaux projets. Mais ici, on voit animation d'ateliers thématiques, collaboration à préparer du matériel, un projet qu'on a documenté de façon plus détaillée, où c'est le Carrefour qui est responsable du moyen. Ici, donc, on est davantage dans de la concertation que dans de la collaboration. Donc, pour éviter les chevauchements, s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans l'offre de service. Ici, on va constater ici des résultats mitigés face à, je dis ici par rapport à l'intervention précédente, face à la cible initiale de la mesure qui était de favoriser, de mener les jeunes vers l'obtention du diplôme d'études secondaires ou du DEP, où on constate que finalement, ça a été une cible assez peu commune, mais par ailleurs que les gens ont bien adhéré à cette idée de maintenir, favoriser la persévérance et tout ça. Un peu dans cette idée, on a déjà assez de difficultés à les garder, on va mettre le focus là-dessus. Aussi, on est vraiment dans l'introduction du partenariat dans plusieurs milieux où les gens sont peu habitués à travailler ensemble. Les partenaires scolaires connaissent encore assez peu les organismes communautaires. Et il faut le dire aussi, les organismes communautaires ne comprennent pas tous très bien ce qu'est l'école. Alors, parce que l'école, souvent, elle est perçue par notre propre passage à l'école. Donc, il y a vraiment... pour plusieurs milieux, on est à l'étape d'introduction du partenariat, alors que d'autres sont beaucoup plus avancés. Ici, on est dans une programmation souple, mais avec une directionnalité quand même qui va peser sur les partenaires avec ce qu'on appelle le 5-25, où les gens devaient... C'est une approche écosystémique qui était prescrite et peu compris, je dirais, dans certains milieux, et il y avait la règle 5-25 avec un calcul à faire qui a pu peser chez les partenaires. Mais par ailleurs, on voit vraiment de la souplesse dans les différents milieux. Quelques constats. Idéaux et personnes et communautés en mouvement documente le mieux la programmation ouverte dans les organismes communautaires en faveur de la persévérance scolaire. Dans IDEO, la persévérance scolaire est vraiment programmée dans la mesure, alors que dans PCM, la persévérance scolaire est vraiment plus liée aux individus selon vraiment chacune des situations. Ce n'est pas une cible du programme. Puis c'est vraiment lié aux convictions des acteurs communautaires à l'égard de l'apprentissage. Et c'est vraiment, dans certains sites, plus que d'autres, ça va être vraiment central comme vision. Dans les deux cas, et ça me paraît important à souligner, c'est qu'il y a une instance nationale qui soutient la formation et la sensibilisation à de nouvelles perspectives pour les personnes intervenantes. Alors, on n'est pas laissé seul avec des jeunes intervenants ou des intervenants qui font ça pour la première fois dans une approche qui est complexe. Il y a vraiment des moments de rencontre où les intervenants avec des personnes qui
ont une certaine connaissance du domaine et tout ça, peuvent les soutenir, les outils. Et ça, ça paraît important pour pouvoir faire cette programmation ouverte. Parce que dans les deux cas, on voit que c'est une approche, ce sont des approches qui sont exigeantes. C'est exigeant pour le personnel. Il y a toutes sortes de situations, il faut pouvoir réagir rapidement et tout ça. Et c'est sûr que c'est pas tout le monde qui est équipé pour y faire face. Donc, cette possibilité-là d'avoir des communautés d'apprentissage est précieuse dans les deux mesures. La question du partenariat aussi paraît cruciale. Le partenariat entre les organismes communautaires, on va le répéter souvent, il y a beaucoup de partenariats, il est plus ou moins solide. Parfois, on fait des rencontres où il y a beaucoup de mobilité chez les partenaires, qui est un frein. Mais il y a vraiment des partenariats où les gens adhèrent à une cible commune et où il y a un partenariat authentique. Un élément qui ressort de façon importante, c'est l'importance de la continuité des services entre le communautaire et le scolaire. Et ça, on l'a revu dans l'étude sur les besoins d'orientation des adultes sans diplôme. C'est-à-dire que les jeunes adultes qu'on rencontre vont parler de comment leur projet de formation et tout ça se construit, prend du sens et tout ça pendant leur fréquentation, par exemple, d'un carrefour jeunesse-emploi, puis ensuite se retrouvent un peu seuls dans le centre d'éducation des adultes. Donc, il y a vraiment certainement un maillage à travailler de ce côté-là encore. Développer un langage commun entre les partenaires. Dans les partenariats plus matures, qui ont souvent fait une première boucle, qui ont fait une évaluation et tout ça, parce que ça demande quand même une certaine maturité de faire l'évaluation sur comment on a travaillé ensemble, nos bons coups, nos moins bons coups, mais c'est ce qui permet de développer un langage commun. Là, il y a certainement aussi du travail à faire, notamment auprès des enseignants qui sont effectivement un petit peu moins impliqués dans tout ça. La connaissance, la reconnaissance du travail de l'autre, extrêmement important, et donc aussi la co-évaluation. Alors, en discussion, j'aimerais qu'on se pose la question aujourd'hui, est-ce qu'on tourne le dos à la programmation ouverte, qui pourtant donne des résultats extrêmement intéressants, qui est jeune, qui n'est pas parfaite, ou si on va travailler plutôt à l'améliorer. Donc, quelques défis de réalisation. La formation et la reconnaissance des personnes intervenantes, des organismes communautaires des différents domaines d'intervention, mais aussi des milieux scolaires. Moi, c'est toujours vraiment important de rappeler que cette reconnaissance-là est nécessaire des deux côtés. L'évaluation continue de la programmation ouverte qui est réinvestie dans les politiques publiques. L'adhésion au rôle de l'éducation scolaire prise en charge par l'État pour instruire, qualifier et socialiser, puisque c'est dans cette couleur-là qu'on est toujours, enfin, dans l'éducation. Prise en compte de l'importance d'un premier diplôme pour le bien-être. Ici, ces éléments-là paraissent importants pour pas entrer non plus dans une approche relativiste où tout se vaut. Le premier diplôme ne vaut pas la même chose que d'autres types de formation. Toute reconnaissance des acquis et des compétences que je puisse être. Quelques défis propres aux organismes communautaires d'insertion sociale et professionnelle ou d'employabilité et de leurs partenaires scolaires en faveur de la persévérance. De mon point de vue et à partir des résultats qu'on a, il paraît vraiment important de rester centré sur une perspective d'apprentissage tout au long et au large de la vie pour tenir compte des différentes sphères de vie des jeunes et sortir de la lecture linéaire de la transition éducation-travail. De travailler à une relation qui ne subordonne pas l'éducation à l'emploi. Pour les gens du milieu, vous comprenez très bien ce que je suis après dire, lié à différentes tentations actuelles. Donc, évidemment, la tentation gouvernementale envers les mesures coercitives qui structurent l'intervention et réduisent l'ouverture de la programmation. Il est clair qu'on a deux
2 éléments en ce moment à l'agenda, qui est évidemment le projet de loi 70, mais on a aussi les sirènes de certains acteurs qui prônent l'augmentation de l'âge pour la scolarité obligatoire à 18 ans, qui, de mon point de vue, appartiennent à des mesures coercitives et qui vont à l'encontre des résultats de recherche qu'on a en faveur des approches proximales.